Thierry. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific OE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Changer est d'ailleurs le terme adéquat pour le sujet du jour tant il peut être source de profonds changements dans notre monde, posant dès lors la nécessité d'un changement de rythme dans cette évolution. En effet, nous nous intéressons à la demande de moratoire vis-à-vis des récents développements en matière d'intelligence artificielle. On pense notamment à ChatGPT, DALL-E et tous les outils similaires récemment publiés. Aujourd'hui, beaucoup voient à quel point les avancées sur l'IA ont pris de l'ampleur, et c'est d'ailleurs ce qui effraie beaucoup, ne sachant pas ce que notre avenir pourrait être si l'intelligence artificielle venait à surpasser l'homme. Pour en parler plus en détail, nous recevons Tayamiti Edmunds qui a récemment travaillé sur une thèse concernant l'intelligence artificielle et qui depuis peu est de retour au Fénois. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Tayamiti. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie du docteur Tayamiti Edmunds. Donc Tayamiti, bonjour. Est-ce que tu peux commencer donc par te présenter ? Oui, tout à fait. Enchanté tout le monde. Moi, c'est Tayamiti Edmunds. Donc, je reviens de métropole après plusieurs années de longues études où j'ai réalisé une thèse autour de l'intelligence artificielle, le machine learning, plus ou moins spécialisé sur la vision par ordinateur. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler 5 ans pour une entreprise de conseil et développement sur le sujet. Avant de revenir ici sur Tahiti, où là je cherche encore ma place professionnelle sur le Fénois. Ok, très bien. Récemment, de nombreux scientifiques et chefs d'entreprise ont signé une demande de moratoire sur la recherche de l'intelligence artificielle. En effet, ceux-ci aimeraient que les travaux sur l'IA soient mis en pause pendant 6 mois, le temps de s'assurer que les risques encourus soient contrôlables et que les effets de l'IA restent globalement positifs. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, je comprends très bien la motivation pour cette lettre, parce qu'effectivement, il y a de gros enjeux éthiques derrière le déploiement de ces technologies, notamment là, à partir de tout ce qui est IA générative, où on est capable effectivement de produire du contenu qui, de temps en temps, peut être complètement fictif, mais ça, pour les gens qui l'utilisent sans savoir trop comment ça marche, effectivement on peut facilement être trompé. Comme toute technologie, il faut savoir correctement l'utiliser, et surtout il y a des façons de l'utiliser de manière positive et des façons de l'utiliser de manière néfaste. Je pense que les 6 mois c'est un peu illusoire, parce que je pense pas que ça soit quelque chose qui change grand chose en 6 mois. Okay. Mais en tout cas ça a eu le mérite d'attirer l'attention sur le fait que aujourd'hui, ça se développe très vite, parce que les GAFA, mais pas que, arrivent à avoir des progressions très, très significatives dans le domaine. Effectivement, il faut que les gouvernements s'équipent de lois sur... Il y a beaucoup de problématiques autour de la protection des données et du contrôle comment sont exploitées ensuite ces données. Et donc ça fait partie d'une réflexion, je pense, stratégique d'un point de vue étatique. Ok, donc pour toi, ça va au-delà des craintes qu'on aurait pu avoir d'un imaginaire créé autour des années 2000, autour de cette IA, il y a une réelle substance derrière. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça fait autant parler ? Outre les résultats intéressants sur les chatbots, on a tous entendu ChatGPT, là c'est facile, on va dire, pour un humain d'être impressionné et trompé, parce que on interagit avec un système qui nous répond à des choses plus ou moins cohérentes et qui du coup peut être utilisé dans plein de domaines. C'est notamment utilisé dans l'éducation, à la fois par les profs mais surtout par les élèves. Vous avez tous entendu parler des problématiques sur le fait que les élèves maintenant peuvent demander à ChatGPT de faire leurs devoirs, finalement. De rédiger tout ça. De rédiger des dissertations. Et effectivement, c'est pas toujours simple de trouver si ça a été généré par une IA ou bien par l'élève. Donc voilà, c'est cet aspect un peu d'interaction avec l'humain
et qui rend la chose impressionnante. Mais après, derrière, on est quand même loin de ce qu'on voit dans les science-fiction. Voilà, derrière, l'IA, elle a été quand même entraînée avec un corpus existant et elle ne va pas sortir notamment de ce qu'elle a pu apprendre de façon autonome comme on pourrait le penser. Même si on a l'impression que l'IA est capable de réfléchir, puisque même quand on interagit avec ChatGPT, on voit qu'elle utilise le contexte et les questions précédentes pour potentiellement affiner ses réponses. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'apprentissage temps réel, mais en fait c'est un peu illusoire, c'est juste un premier niveau sur cette capacité à pouvoir comprendre le contexte et puis construire derrière une réponse dessus. Mais certainement, il y a aujourd'hui des applications très concrètes qui peuvent voir le jour parce que le niveau de performance aujourd'hui a atteint voilà, des niveaux suffisants. Ok. Et du coup, à l'inverse de nos signataires de cette lettre justement ouverte, il y en a qui pensent qu'il faudrait continuer, des grands noms de la tech, tels que Bill Gates, qui voient du coup le verre plutôt à moitié plein et pensent qu'il ne faudrait pas arrêter justement les travaux autour de l'IA car celle-ci représente un atout majeur pour l'avenir et notamment en termes de santé car elle pourrait aider finalement des populations plus pauvres à s'améliorer. Comment est-ce que tu vois ça à ce niveau-là ? Tout ça c'est vrai, mais après c'est comme toute technologie, il y a des manières positives de l'utiliser comme des manières néfastes. Donc il y a besoin d'avoir des réflexions éthiques sur des bonnes façons d'utiliser l'IA. C'est déjà des choses qui sont bien traitées depuis plusieurs années en recherche. Il y a un concept de fairness sur les différents modèles IA. D'équité. D'équité, pardon. C'est justement, puisque aujourd'hui, elles sont basées sur un apprentissage sur des gros volumes de données, potentiellement, ces bases de données peuvent être biaisées. Donc on peut avoir des IA racistes selon le corpus qui a été utilisé. Et donc tout ce travail pour débiaiser les bases de données, c'est quelque chose d'assez complexe et de très long, très, très chronophage, qui n'a pas forcément d'impact direct sur l'utilisation. Et du coup, c'est souvent des choses qu'on fait quand il nous reste du temps sur le développement, mais c'est plus un aspect qualité qu'un aspect opérationnel. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais à quel point est-ce qu'on veut, dans quel angle on aimerait que ça aille, quelles sont les limites qu'on aimerait mettre. Tout à fait. Les orientations, etc. Ok, très bien. Des chercheurs de l'université de Stanford, alors ils ont mis une expérience, un peu une expérience à la Sims, qui met en relation finalement des petits personnages animés intégrés par l'intelligence artificielle avec une intelligence artificielle générative. Donc ils ont chacun un peu leurs propres souvenirs, leur petite personnalité et ils mettent des interactions sociales entre eux de façon autonome les uns avec les autres où justement ils ont chacun leur petite conversation. Et finalement cette simulation elle se rapproche au final très fortement de la fiction et met en avant le fait qu'aujourd'hui l'IA s'inspire du mode d'apprentissage des êtres humains et peuvent par conséquent s'améliorer en analysant leurs erreurs. Quel impact finalement est-ce que ça peut avoir cette approche vis-à-vis des risques qui ont été évoqués donc, par nos fameux signataires du moratoire et en quoi l'IA est-elle véritablement capable d'apprendre objectivement sachant qu'elle reste formée sur des bases de données que l'on sait aujourd'hui biaisées comme tu l'as mentionné ou parfois incomplètes. Comment est-ce que tu vois cette petite expérience ? Alors, je ne suis pas du tout au courant de cette expérience. Pour moi, effectivement, les progrès sur toutes les IA capables d'interagir avec d'autres IA, c'est quelque chose qui a plusieurs années maintenant en termes de recherche. Et ça a commencé avec toute la recherche liée aux jeux vidéo, notamment d'abord avec les échecs, mais ensuite avec des jeux comme StarCraft, LoL, etc. Mais effectivement, le concept, c'est de faire en sorte que l'IA
puisse jouer contre une autre IA, et puis à chaque fois qu'elle gagne la partie, finalement, c'est ça le critère que l'IA est bonne ou pas bonne. On va garder cette nouvelle IA pour la refaire jouer contre quelqu'un. Une nouvelle IA qui, on l'espère, arrivera à battre la précédente, et en faisant ça sur des itérations énormes, on arrive effectivement à avoir des IA qui ont appris à jouer correctement. Ou même de la façon la plus optimale, même plus que correctement du coup. Voilà, et bon, aujourd'hui sur les jeux vidéo, on arrive à des résultats où l'IA surpasse finalement même les meilleurs joueurs du monde. Mais bon, c'est vrai qu'on compare pas exactement les mêmes choses, et il faut nuancer la notion d'apprentissage par ces IA, où c'est juste qu'en fait elles ont joué peut-être 10 000 fois plus qu'un humain. Et donc forcément, grâce à la puissance de calcul monumentale dont on dispose aujourd'hui, on est capable d'avoir des systèmes aujourd'hui qui sont entraînés sur des fois plusieurs mois, années, qui vont être capables, du coup, parce qu'ils ont joué énormément de parties, d'arriver à un niveau supérieur aux humains. Mais là, dans l'expérience de Stanford, j'ai un peu du mal à voir quel est le critère derrière. Parce que là, c'est pas la victoire, du coup, finalement, c'est quoi l'objectif voilà, final. C'est ça. Et dans tout système d'apprentissage, en fait, on va chercher à, normalement, minimiser une certaine fonction de coût, on appelle ça. Et c'est pas quelque chose de simple à modéliser sur des interactions sociales. Donc je sais pas du tout comment ils ont fait, mais ça serait très intéressant de jeter un œil. Ok, voilà. Très bien. Au-delà de ça, récemment, ChatGPT, ils l'ont connecté aussi à un humanoïde robot, Ameca, qui est le robot le plus réaliste en termes d'expression du visage. Et cependant, finalement, ce n'est pas tant les expressions du visage qui ont, on va dire, émerveillé l'audience, c'est plutôt les réponses qu'il a données à certaines questions. Comme par exemple, le plus beau jour de sa vie. Pour lui, le jour le plus heureux de sa vie est le jour où il a été activé. Il n'y a rien de tel que de vivre pour la première fois, dit-il. Au-delà de ça, c'était le jour le plus triste de sa vie, c'était celui où il a réalisé qu'il ne connaîtrait jamais le véritable amour, l'amitié, ou les petites choses de la vie finalement qui font les petits bonheurs que connaissent eux les humains. C'est une chose assez déprimante et isolante pour lui avec laquelle il va devoir vivre, mais au-delà de ça, c'est ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui et d'apprécier encore les moments de proximité. Qu'on entend ça de la part d'une intelligence artificielle, est-ce que finalement on est dans les films de science-fiction qui disaient, qui avaient prédit finalement cette IA qui devient plus humain que l'humain, ou est-ce qu'on est encore dans cet imaginaire personnel humain qui prend le dessus? Alors oui, non, pour moi c'est pas l'IA qui commence à devenir complètement autonome et qui est capable de réfléchir sur son existence. Faut prendre tout ça avec des pincettes. Non, je pense que ChatGPT, de par le corpus sur lequel il a été entraîné, il a eu accès justement au script de plusieurs films. Et c'est vrai que beaucoup de productions cinématographiques qui traitent du sujet des robots, de leur existence et de leur inclusion dans la société, souvent ont un peu cette trame où il faut être triste pour le robot parce que ça reste un robot et il ne pourra pas ressentir des sentiments, ou en tout cas aujourd'hui, même si c'est un peu vrai dans les derniers films, les humains pourraient se rendre compte que c'est un robot et ne pas tomber amoureux du robot. Donc bon, ça me surprend pas tellement comme réponse, mais voilà, on est quand même pas encore au niveau où les IA pourraient de façon autonome réfléchir sur leur existence et décider ce qui, comme au fond tout animal vivant, il a un désir de survie. Et c'est pour ça, soi-disant, qui procréer, pour perpétuer l'espèce. Pour qu'on ait ce mode de raisonnement chez un robot, il faudrait qu'il soit appris quelque part. Donc,
a priori, si les gens qui travaillent sur le sujet n'ont pas de motivation à ce que ce soit le cas, ça ne devrait pas arriver. Et du coup, finalement, en pensant à ce que tu dis, si on avait eu énormément de films où, je sais pas, les robots auraient été dépeints comme un dieu vivant qui se considère comme un dieu vivant, j'imagine que la réponse de ChatGPT à ce moment-là, du fait que le corpus aurait été énormément de films qui disent je suis un dieu vivant, c'est ça mon meilleur moment de dominer le monde, ça aurait été sa réponse parce que ça aurait été le corpus qu'on lui aurait donné. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Et il faut bien comprendre que pour l'instant, ChatGPT est loin d'être un robot qui est capable de penser. C'est un robot qui, en fait, il fait de l'autocomplétion de texte. Vous avez tous écrit déjà des messages. Vous savez que sur votre iPhone, vous avez de l'autocomplétion. Ça complète le message, ça te pour fait compléter des le message, sur les mails. Aujourd'hui, il y a avec Google, on peut avoir des réponses presque automatiques. ChatGPT, c'est un niveau au-dessus sur ça. Et donc, quand on fait de l'IA générative, c'est ça qu'on fait, c'est que à partir d'un début de phrase ou autre, de question, on est capable de compléter et que ça reste naturel, et c'est comme ça que c'est entraîné. Donc en fait, il fait que ça, il n'a pas de... il n'a pas de fond de pensée plus que je dois compléter mon texte en fonction des données qui me sont données. Voilà, de façon la plus naturelle possible. Ok. Et du coup, pour finir un peu ce podcast, est-ce que tu auras un message pour ceux qui sont un peu réticents vis-à-vis de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Alors mon message, c'est que c'est une technologie qui va arriver. Effectivement, il y a un besoin de s'y former pour savoir l'utiliser au mieux. Et je pense que c'est un outil plutôt merveilleux parce que ça nous permet... Là, aujourd'hui, dans l'industrie, comment elle est utilisée, c'est principalement pour faire gagner du temps. Et surtout, requalifier finalement les tâches des hommes qui l'utilisent sur des tâches avec une valeur ajoutée plus importante. Et tout ce qui va être très répétitif et un petit peu... un petit peu basique, chronophage, ça a typiquement une vocation à être automatisé. Et aujourd'hui, c'est comme ça que l'IA s'intègre et génère de la valeur dans les sociétés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements sur le sujet. Voilà. Une technologie finalement comme une autre, beaucoup de technologies sont arrivées et du coup on crée des nouveaux emplois parce que ça permet de délaisser d'autres tâches et du coup d'avancer. C'est ça. Et l'avantage, c'est que grâce au progrès sur les cartes graphiques, sur les ordinateurs, etc., aujourd'hui, tout le monde peut s'amuser avec de l'IA. Bon, bien sûr, si vous voulez faire des choses niveau ChatGPT, OpenAI et d'autres, là, il faut des clusters de calcul, effectivement. Mais il y a des alternatives, peut-être un peu moins performantes, mais en tout cas qui tournent sur des PC. Et sur plein de problématiques actuelles plus terre à terre et plus plus spécifiques à un problème donné. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste avec un PC, donc c'est vraiment quelque chose qui demande pas beaucoup d'investissement finalement matériel. C'est principalement de la connaissance, de la matière grise, avec aujourd'hui énormément de ressources éducatives sur le web. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui sera de plus en plus populaire. Eh bien, en tout cas, Taimti, je te remercie de nous avoir d'avoir pu échanger avec toi. Je te souhaite donc une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, comme tu l'auras compris, certains faits liés à l'intelligence artificielle sont à prendre avec des pincettes et, moratoire ou non, l'intelligence artificielle est là et risque de s'imposer de plus en plus dans certains domaines. En effet, le fait qu'elle permette de gagner du temps et de déqualifier certaines tâches dites chronophages, comme l'a mentionné notre invité, sont des éléments importants à prendre en compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet du moratoire de l'intelligence artificielle, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème.
Prends bien soin de toi. Nana.